Jamais vu. Saleté de directive, règlement de compte, pire édition de l'histoire du football africain. Une trahison. La CAN n'est plus une compétition, c'est un champ de bataille. Et le ballon rond, la nouvelle arme d'une guerre d'influence nord-africaine. Aujourd'hui, on plonge dans l'œil du cyclone, dans une conférence de presse qui a tout balayé, qui a transformé le football en règlement de compte géopolitique. Celle de Hossam Hassan après l'élimination de l'Égypte. L'homme qui parle, c'est une légende. Le sélectionneur égyptien. Son équipe vient de perdre contre le Nigeria. Et là, c'est une déflagration. Il n'a pas mâché ses mots. Pas du tout. Dès ses premières phrases, on ne parle plus de tactique, on ne parle plus de sport. Il parle d'un, je cite, complot qu'il sentait venir, de saleté de directive. Oui, mais attends. On connaît la musique, non? Le grand match perdu, le coach sous pression qui cherche des excuses, la rhétorique du complot, c'est un classique. Est-ce que ce n'est pas juste la réaction à chaud, épidermique, d'un mauvais perdant qui essaie de détourner l'attention? C'est la première lecture, et elle est légitime. Sauf que sa critique, elle n'est pas vague, elle est presque chirurgicale. C'est-à-dire, il ne se contente pas de crier au scandale, il dessine les contours d'un système, il affirme haut et fort qu'au sein de la Confédération africaine de football, la CAF, il y a un axe. Un axe qui ne veut ni de l'Égypte, ni de l'Algérie, ni de la Tunisie dans le dernier carré. D'accord. Donc il élargit. Ce n'est plus juste son match. C'est ça. Et très vite, il met un nom sur ce système. Il vise directement Fouzi Lekdja, le président de la fédération marocaine. Et il le qualifie de, et là je cite encore, tête de la corruption à la CAF. Ah oui, d'accord. Là, on change complètement de dimension. On quitte le terrain de la frustration pour entrer dans l'accusation nominative, frontale. Et il faut bien comprendre qui est Lekdja. Ce n'est pas juste le patron du foot marocain. C'est un des hommes forts de la CAF, membre du conseil de la FIFA. L'attaquer comme ça, c'est s'attaquer au cœur du pouvoir. Exactement. Mais une accusation pareille, ça demande du concret. Qu'est-ce qu'il avance pour étayer cette thèse d'un plan ? Pour se justifier, il prend des exemples très précis, surtout sur l'arbitrage. Pour lui, ce sont les preuves. D'abord, il parle de la nomination d'un arbitre marocain pour ce match décisif. Il dit qu'il était sous pression, qu'il a pris des décisions contre son équipe dès le début. Bon, ça reste de l'interprétation, de l'analyse de match. C'est vrai. Mais c'est surtout la suite qui est intéressante. Il pose une question très directe. Pourquoi le meilleur arbitre du continent, l'Algérien Mustapha Gorbal, a été mis au placard? Gorbal, oui, c'est un fait. Ce n'est pas n'importe qui. Il a fait la finale de la Ligue des champions africaine, la Coupe du monde au Qatar. Son absence sur des matchs aussi importants, c'est vrai que ça fait parler. C'est un peu comme laisser le meilleur joueur sur le banc sans aucune explication. Mais de là à y voir une machination, eh bien pour lui, c'est là que le puzzle s'assemble. Il fait un parallèle direct avec l'élimination de l'Algérie, qui était aussi très controversée quelques jours plus tôt. Et il souligne un détail troublant. Les mêmes officiels étaient à la manœuvre. Le même arbitre VAR gabonais et un arbitre principal sénégalais. Il dit qu'ils ont achevé les espoirs de l'Algérie avant de s'occuper de l'Égypte. Pour lui, ça ne peut pas être une coïncidence. Il martèle que ce ne sont pas des erreurs, mais des directives. Un scénario écrit d'avance. Le but, dégager la voie pour le Maroc, le pays organisateur. Attends. Mais il accuse un arbitre gabonais et un Sénégalais d'obéir à un plan marocain. C'est un peu facile, non? Il explique le lien ou c'est juste une supposition. Il ne détaille pas la chaîne de commandement, si tu veux. Il se contente de pointer ce qu'il voit comme une convergence de faits troublants. Dans sa logique, peu importe qui tient le sifflet. L'architecte du plan est à Rabat. D'accord. Donc, le sport devient une sorte d'outil géopolitique. C'est exactement ça. Le terrain devient une annexe du ministère des Affaires étrangères, où chaque décision d'arbitrage est une manœuvre. Bon. Ça, c'est sa version. Celle du complot. Mais mettons-nous de l'autre côté un instant. Au Maroc, j'imagine que cette sortie n'a pas été vue comme la révélation d'une vérité cachée. Pas vraiment, non. Pour la partie marocaine, c'est une rengaine. C'est la déstabilisation classique. Ils y voient de la main des rivaux régionaux, l'Algérie en tête, qui cherchent à saboter leur image.
Une sorte de jalousie face à leur succès, quoi. Oui, face à leur montée en puissance diplomatique et sportive. Et cette tension, Hassan dit l'avoir ressentie jusque dans les tribunes. Et c'est là que ça devient peut-être encore plus profond pour lui. C'est-à-dire, il bascule sur un registre plus culturel, presque identitaire. Il se dit choqué par l'attitude du public marocain. Qu'est-ce qui s'est passé? Il décrit les sifflets pendant l'hymne national égyptien et puis les acclamations pour le Nigeria pendant tout le match. Et là, on sent que c'est l'Égyptien qui parle, plus seulement l'entraîneur. Il se sent trahi. Il pose des questions rhétoriques qui sont d'une violence symbolique incroyable. Il lance « Le Nigeria est-il devenu un pays arabe? Où est l'arabité dont vous parlez dans les discours officiels ?» Je comprends son choc. Mais siffler l'hymne de l'adversaire, c'est même d'un pays frère. Ça arrive partout dans le monde, non ? Le public soutient l'adversaire de son rival. C'est presque une règle du jeu. C'est tout le débat. N'est-il pas en train de surinterpréter un comportement de stade finalement assez banal pour en faire une rupture de la fraternité arabe? Pour lui, ce n'est pas banal du tout. Il met ça en contraste direct avec ce qu'il a vécu. Il rappelle qu'en 2019, quand l'Égypte organisait la CAN, tout le pays a poussé derrière l'Algérie jusqu'à la victoire. Oui, je me souviens des célébrations au Caire. Voilà, ce qu'il dénonce, c'est une rupture de réciprocité. Il utilise ce concept de panarabisme, cette idée de fraternité, pour mieux exposer ce qu'il voit comme une trahison. Et c'est là que c'est très habile, mais c'est aussi révélateur. Il instrumentalise cet idéal politique qui, soyons honnêtes, se brise presque systématiquement sur le nationalisme des compétitions. Le maillot est toujours plus fort, toujours. Il le sait très bien, mais il utilise ce décalage pour dire « Vous avez trahi notre identité commune ». Ce qui est bien plus fort que de dire « Vous avez été mauvais joueur ». Et c'est là que la conférence atteint son point de non-retour. Un journaliste marocain l'interpelle et il lui dit quoi ? En substance, vous parlez comme les Algériens. Chaque fois que vous perdez, vous accusez le Maroc et les complots. Et il lui demande de présenter des excuses. Oula, la provocation ultime. La réaction de Hassan est volcanique. Il hurle « Tais-toi, tais-toi, c'est mieux pour toi !» Waouh! On n'est plus dans le sport là, plus du tout. Et au lieu de rejeter la comparaison avec les Algériens, il la saisit et la retourne comme une arme. C'est un moment de bascule incroyable. Ah, c'est fort ça. Qu'est-ce qu'il répond? Il répond, et je cite, « Et alors? Si ressembler aux Algériens signifie se tenir du côté de la vérité, alors je suis fier de leur ressembler. » Magnifique. Il enchaîne, l'Algérie a été volée, l'Égypte a été volée, et tout ça pour que le Maroc soit couronné. Je suis fier de ressembler aux Algériens, car c'est un peuple libre qui ne se tait pas face à l'injustice. C'est un acte politique majeur. Il est en train de créer une alliance de fait, le front des volés. Exactement. Et il termine sa tirade par une phrase qui sonne comme une déclaration diplomatique. L'Algérie n'a jamais trahi l'Égypte. Il transforme la défaite en tribune. La question n'est plus de savoir qui a gagné le match, mais qui contrôle le récit de la compétition. C'est une guérilla médiatique. Et le journaliste marocain ne lâche pas. Il insiste, il parle d'insultes graves, il exige des excuses au peuple marocain. Et sa réponse finale est sans appel. M'excuser pour avoir dit la vérité? Vous voulez museler les gens? Il se lève et il conclut en regardant toute la salle. La vraie trahison, ce n'est pas de dire la vérité. La vraie trahison, c'est d'applaudir le mensonge. Et il quitte la pièce. Un champ de ruines, complètement. Et au fond, qu'il ait raison ou qu'il ait tort, que ces accusations relèvent du fantasme ou d'une corruption bien réelle, ça révèle une vérité bien plus profonde, je trouve. Laquelle? Quand un stade en arrive à siffler l'hymne d'un pays frère et à acclamer son adversaire, n'est-ce pas simplement le symptôme de l'échec total d'un discours politique? Ce discours d'unité qu'on nous répète depuis des décennies, mais qui ne prend jamais vraiment? C'est peut-être la question essentielle. Oui, et si le football, loin d'être cet outil de paix qu'on nous vend souvent, était en fait devenu le miroir le plus cruel, mais aussi le plus honnête de nos divisions? Un miroir qui renvoie une image que les diplomaties, elles, s'efforcent de masquer.